Bonjour André Varlet. Ce matin vient d'être publiée au journal officiel l'ordonnance sur la commercialisation des animaux domestiques, et en particulier le chien. Pouvez-vous nous faire un petit rappel sur l'arrêté d'avril 2014 concernant l'élevage familial et également la simplification de la formation? Alors, pour rappel, cet arrêté d'avril 2014 est un arrêté qui vise à améliorer le bien-être animal dans le cadre des pratiques d'élevage. D'ailleurs, nous continuons à travailler dans la suite de cet arrêté sur des guides de bonnes pratiques qui permettraient aux éleveurs de se garantir de pratiquer les mesures les plus adéquates par rapport au bien-être de leurs animaux. Par ailleurs, la définition de l'élevage familial, ça a été une chose également très importante. Nous étions jusqu'alors dans le flou, et effectivement, le fait que pour les gens qui, au sein de leur structure familiale, ont, dans la limite de 9 chiens maximum et de 3 femelles reproductrices, donc la possibilité d'élever dans le domicile, c'était quelque chose qui n'était pas très bien acté jusqu'alors. Et enfin, ensuite aussi la formation, simplification de la formation, avec en place du certificat de capacité qu'il y avait auparavant, donc maintenant une attestation de formation qui est faite par différents organismes, dont la Société Centrale Canine. André Varlet, pouvez-vous également, dans la continuité de l'ordonnance, nous parler de 2 éléments très importants, le seuil de déclaration et les dispositions particulières pour les inscriptions et les chiots inscrits au livre des origines? Alors l'ordonnance, dans le cadre de la loi d'avenir agricole, définit ce qu'est maintenant un éleveur professionnel et l'activité professionnelle de l'activité d'élevage. Là où jusqu'alors nous avions une tolérance, entre guillemets, d'une portée par an et par domicile fiscal, l'OF ou non l'OF, là maintenant la définition est très précise. L'éleveur, le producteur doit déclarer avec un numéro de SIRET dès lors qu'il vend le premier chiot de la première portée de chien ou de chat. Alors bien sûr, ça implique que tout ce que l'on voyait jusqu'alors dans le Bon Coin, où nous avons à peu près 80% de non-LOF, et bien systématiquement maintenant les gens devront faire état d'un numéro de SIRET qui pourra justifier de leur activité professionnelle. Ensuite, pour la deuxième question, sur les considérations particulières, les dispositions particulières pour les gens qui inscrivent auprès du livre. La Centrale Canine a tenu toujours une position constante, qui est celle de la défense de la génétique collective. À ce titre, nous devons respecter les intérêts des éleveurs professionnels de première ou de seconde activité, et également des nombreux particuliers qui s'adonnent à cette activité à titre de loisir. Dans ce cadre-là, donc, toute personne qui détient une femelle reproductrice et qui pourra inscrire au livre dans le cadre très précis d'une portée par an et par foyer fiscal n'aura pas l'obligation de demander ce numéro de SIRET. Par contre, sur les sites de promotion de l'élevage, elle devra faire état du numéro qui sera donné par les gestionnaires de livres, le LOUF pour les chats et la SCC pour les chiens. Pouvez-vous nous parler de la position de la Société Centrale Canine suite à la publication de cette ordonnance, en particulier sur la défense de la génétique collective française qui concerne donc bien les 3 familles, les éleveurs professionnels dont c'est l'activité principale ou secondaire, les éleveurs particuliers et les utilisateurs, qu'ils soient professionnels et particuliers? Oui, nous tenions à rappeler que l'intérêt de l'élevage, c'est l'intérêt de nombreuses familles de cynophiles. Il y a les éleveurs, certes, mais il y a également les utilisateurs, il y a les particuliers, et c'est l'ensemble qui fait la filière génétique collective. De plus, il faut rappeler que le fait professionnel en lui-même ne tient pas compte des races, des standards que la Centrale Canine doit gérer, soit les 54 races, les 54 standards de races françaises, mais surtout les près des 300 standards de races reconnus par plus de 80 pays dans le monde, membres de la Fédération cénologique internationale, et ces différents pays européens, asiatiques ou américains nous demandent de gérer ces races canines sur le territoire. Or, nous savons que sur les 220 000 naissances du LOF, quand nous prenons les 50 premières races, nous arrivons à 80% du cheptel, à savoir donc que la très grande majorité des races n'a peu de valeur commerciale, ne peuvent pas intéresser une activité entre guillemets professionnelle qui doit permettre une certaine rentabilité pour payer des salaires, des installations, et que ces gens
qui défendent la biodiversité des races canines en France, il faut également défendre leurs intérêts légitimes. Il y a un débat sur les définitions concernant les professionnels, d'être non professionnels, qu'est-ce qu'un particulier, un amateur. Ce sont des thèmes qui visiblement, depuis des années, posaient problème. On parlait de concurrence déloyale, de nébuleuse de l'élevage, de réseau, voire même d'éthique. Et le chien dans tout ça, est-il un animal de rente? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, il y a eu sur les réseaux sociaux, de nombreux débats autour des définitions, chacun bien sûr s'entendant à considérer que le système qu'il développe est le meilleur et que les autres sont à jeter avec l'eau du bain. Bon. Alors, sur les éleveurs professionnels et non professionnels, à l'heure actuelle, on dirait, oui, et professionnel, effectivement, seconde activité, toute personne qui élève un chien et qui le vend au premier chien ou au premier chaton vendu. Certes, donc, si les autres sont donc de fait non professionnels. C'est le même débat que pour les amateurs. On va dire que dans la cynologie, depuis toujours, on entend parler d'amateurs et de professionnels. Alors effectivement, les professionnels peuvent dire avec juste raison qu'ils sont également amateurs, parce qu'amateur au sens d'aimer, un professionnel aime ses chiens, évidemment, donc ce terme d'amateur n'est pas à réserver aux gens qui ne sont pas en statut professionnel. C'est quelque chose de parfaitement recevable. Par contre, de vouloir dire que c'est, entre guillemets, amateurs, ces particuliers sont des non-professionnels, et entendre par là qu'ils traiteraient leurs animaux de façon non professionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas les capacités à assurer correctement l'élevage et la sélection de leurs animaux, là, nous ne sommes pas prêts à franchir ce cap. Nous considérons que la compétence est de tous bords. Il est des professionnels qui travaillent plus ou moins bien, de même dans les gens qui le font au titre de la passion, ils le font peut-être plus ou moins bien, mais en tous les cas, nous considérons donc qu'il y a des éleveurs professionnels d'activité principale ou d'activité secondaire. La grande majorité de nos éleveurs sont des éleveurs d'activité secondaire. Ils sont maçons, chirurgiens, chauffeurs de taxi, et ils élèvent des chiens pour leur plaisir. Nous avons également des professionnels de première activité. Là-dedans, nous avons des gens qui élèvent au LOF, d'autres qui élèvent en non-LOF, certains sélectionnent, d'autres ne sélectionnent pas, mais nous respectons bien sûr ce que chacun est en droit de faire dans le cadre de la législation française. Donc en conclusion, là, sur ces thématiques professionnelles, non professionnelles, éthique d'élevage et autres, quelle est votre opinion? Mais la position de la Société centrale canine, elle est constante. C'est celle de la raison. Nous essayons de tenir une position raisonnable dans le respect des divers acteurs de filière, utilisateurs, particuliers ou professionnels. C'est également, cette ordonnance, un coup d'arrêt par rapport à la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, sur les sites de petites annonces, on trouve plus de 80% d'annonces de chiens qui ne sont pas déclarées. Or, la Société centrale canine a toujours dit que on ne peut pas dire que l'on élève des chiens pour l'amélioration des races ou un intérêt quelconque, dès lors qu'ils ne sont pas inscrits, et là il n'y a qu'un intérêt financier. Dès lors qu'il y a un intérêt financier, c'est quelque chose qui doit être réglementé dans le cadre du numéro de SIRET et dans l'activité commerciale.